Bon, décortiquons un peu tout ça. Imagine un instant la situation suivante. Tu possèdes une suite d'hôtels de luxe situés au 10e étage d'un immense gratte-ciel en plein centre-ville. D'accord, je visualise. Une belle vue, j'imagine. Ouais, une vue incroyable. Sauf que, dans ce scénario un peu particulier, tu ne possèdes pas le majestueux hall d'entrée au rez-de-chaussée. Ah, logique pour un hôtel, tu me diras. C'est vrai. Mais tu ne possèdes absolument pas non plus la terre sur laquelle l'édifice est construit. Et c'est là que ça devient bizarre, tu ne possèdes pas non plus l'espace aérien qui se trouve juste au-dessus du plafond de ta chambre. Donc, en gros, je suis propriétaire de quoi, là? En fait, tu es l'unique propriétaire d'un simple cube invisible, défini par des coordonnées tridimensionnelles, qui flotte en lévitation à 30 000 du sol. Ouais, présenté comme ça, on croirait entendre la description d'un bug dans la matrice ou d'un jeu vidéo de construction, quoi. Exactement. C'est complètement surréaliste. Pourtant, depuis la refonte totale du livre 3 du Code civil belge en 2021, c'est une réalité physique, financière et juridique absolument tangible. Et c'est justement ce qu'on va regarder aujourd'hui. Tout à fait. Les notes de recherche et les textes de loi qu'on a rassemblés pour cette exploration approfondie se penchent sur le droit des biens. Et juste pour clarifier, l'objectif ici n'est certainement pas de réciter un manuel universitaire ou de réapprendre les bases du droit romain. Ah non, quelle horreur. On est bien d'accord, la véritable mission de notre échange, c'est de comprendre comment une législation tente désespérément de rattraper et de structurer notre réalité matérielle, surtout face à l'urgence d'une densification urbaine extrême. Et c'est justement ce décalage temporel qui rend le sujet super captivant, en fait. Parce que pendant plus de 2 siècles, on a fonctionné avec un code qui a été pensé en 1804. Ouais, l'époque de Napoléon, quoi. Voilà, à l'époque, la vision de la richesse, elle était essentiellement agraire et bidimensionnelle. En gros, on possédait un champ, on le cultivait, on traçait une ligne au sol avec une clôture, et puis c'était réglé. C'était simple au final. Hyper simple. Mais appliquer cette logique paysanne du 19e siècle à une métropole moderne où les infrastructures se superposent sur des dizaines de mètres de haut en bas, ça devenait un non-sens absolu. C'est clair. Et avant d'en arriver à ces fameux cubes flottants dans les airs dont tu parlais, la refonte du code a d'abord dû faire un tri drastique, quoi. Une nouvelle catégorisation du monde physique pour l'aligner sur notre évolution morale et surtout sur nos rationalités économiques actuelles. Ouais, et ce tri, il commence d'ailleurs par une bascule sociétale majeure que les sources soulignent vraiment d'entrée de jeu. C'est la redéfinition du statut de l'animal. Ah oui, un point essentiel. Parce que pendant des décennies, la loi considérait un chien ou un cheval exactement de la même manière qu'une chaise ou un grille-pain. C'est fou quand on y pense. C'était un bien meuble, une simple chose aux yeux de la loi, ce qui posait des problèmes éthiques évidents bien sûr, mais aussi des situations complètement absurdes lors de faillite ou de divorce, tu vois. Tout à fait. Et aujourd'hui, heureusement, les animaux bénéficient d'une définition distincte, séparée des choses inanimées et des personnes. C'est l'article 3.39. Voilà. Mais là où la mécanique juridique devient, je trouve, redoutablement ingénieuse, c'est quand on observe comment elle traite les objets inanimés pour protéger la valeur d'un bâtiment. C'est le concept de l'immeuble par incorporation. Ah, ça, c'est fascinant, ouais. J'ai adoré cette partie. L'idée est la suivante. Prenons une bibliothèque monumentale, taillée sur mesure par un ébéniste, pour épouser parfaitement les contours du mur d'un salon. Ou alors un vitrail majestueux encastré dans la maçonnerie. Ok, je vois le genre de bien. Par un effet que l'on pourrait comparer à de la superglue juridique, la loi décrète que cet objet perd son indépendance physique. Il fusionne littéralement avec la maison. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la loi utilise cette super colle pour une raison purement financière et protectrice. Ah bon? C'est pas juste pour l'esthétique. Pas du tout. L'objectif n'est pas de faire de la poésie sur l'architecture, mais d'empêcher le démantèlement destructeur de la valeur. Si l'on élargit ton exemple de la bibliothèque à un contexte industriel, par exemple. Ok. Prenons une usine avec d'immenses machines fixées au sol et intégrées à la chaîne de production. Si l'entreprise fait faillite, les créanciers voudront récupérer leur argent. Logique. Bah oui, c'est le principe. Sauf que, sans cette règle de l'incorporation, un huissier pourrait débarquer, arracher le vitrail de ta maison ou démonter les machines de l'usine pour les vendre aux enchères séparément. Ah ouais, la catastrophe. Exactement. En faisant ça, il détruirait l'entité économique elle-même. La maison perdrait son cachet historique et l'usine, elle deviendrait une coquille vide, incapable de redémarrer un jour. Du coup, c'est vraiment un bouclier contre le dépeçage d'un bien. Et j'imagine que les implications s'étendent bien au-delà des simples saisies par un huissier.
Ah oui, complètement. Les compagnies d'assurance ou même les banques qui accordent des prêts hypothécaires, elles doivent s'appuyer massivement sur cette qualification, non? C'est littéralement le socle de leur garantie. Le banquier qui hypothèque l'usine, il sait que sa garantie porte sur l'outil de production dans son ensemble, pas juste sur les briques et le toit. D'accord. Et le critère central posé par la loi est limpide. Est-ce que l'objet peut être séparé du bâtiment sans porter atteinte à la substance physique ou fonctionnelle de la construction? Donc, si on détruit le mur en enlevant la bibliothèque, Ou si l'usine ne peut plus fonctionner sans la machine, oui. Dans ces cas-là, l'objet partage définitivement le destin de l'immeuble. La réalité juridique fige l'objet pour préserver l'intégrité de l'ensemble. c'est super ingénieux. Bon, une fois que la loi a fini de coller des étiquettes et de fusionner les objets avec sa super colle, la question qui se pose logiquement d'après nos sources, c'est celle de l'emprise humaine sur cette matière. La fameuse question de la possession. Exactement. C'est une distinction ultra classique, mais franchement souvent mal comprise, entre la détention et la possession. On a d'un côté le corpus, le fait matériel de tenir la chose entre ses mains, et de l'autre l'animus, l'intention farouche de se comporter comme le véritable propriétaire. C'est un bon résumé. Par exemple, le locataire a le corpus. Il habite l'appartement, il a les clés, mais il n'a pas l'animus. Il sait et il reconnaît par son comportement que le maître des lieux, c'est quelqu'un d'autre. C'est tout à fait ça. Mais attends, j'ai une objection là-dessus. Je t'écoute. Si on y réfléchit une seconde, l'animus, c'est littéralement une attitude mentale. C'est ce qui se passe dans la tête d'un individu. Comment un tribunal peut-il prouver scientifiquement ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un? C'est une excellente question. On ne peut tout de même pas s'approprier un terrain simplement en se tenant au beau milieu et en hurlant à la cantonade « C'est à moi, si !» Alors non, hurler sur son terrain ne produira aucun effet, je te rassure. Ouf. Parce que, en fait, le droit se désintéresse totalement du monologue intérieur. L'animus ne se prouve pas par des déclarations d'intention verbale. Il se déduit implacablement des actes matériels et extérieurs. Ah donc c'est le comportement qui compte. Exactement. Le locataire ne peut pas revendiquer l'animus, non pas à cause de ce qu'il pense dans son salon, mais parce que le simple fait de payer en loyer chaque mois ou de demander la permission pour repeindre un mur, c'est un acte matériel qui foudroie sa prétention. Il reconnaît la supériorité du droit d'un tiers. Ok, je comprends bien. Et c'est là qu'il faut dissiper une confusion très fréquente. L'animus n'a absolument rien à voir avec la bonne foi. Attends, vraiment? Donc, quelqu'un pourrait être de la plus parfaite mauvaise foi, savoir pertinemment qu'il vole un terrain et pourtant posséder légalement l'animus? Ouais, exactement. Prenons un exemple. Quelqu'un qui déplace sournoisement la clôture de son jardin d'1 mètre sur le terrain de son voisin. Le classique conflit de voisinage. Voilà. Il sait très bien qu'il n'est pas le propriétaire officiel de cette bande de terre. Il est de mauvaise foi. Mais s'il y plante des tomates, qu'il entretient cet espace et qu'il se comporte aux yeux de tous comme le seul maître à bord sans jamais payer de loyer, Il a l'animus. il possède l'animus. Et c'est crucial, car cette possession factuelle a un pouvoir transformateur massif dans notre société. C'est la prescription acquisitive, qu'on appelle aussi l'usucapion. Ah oui, j'ai vu ça dans les textes. Si cette emprise dure suffisamment longtemps, généralement 10 ou 30 ans selon les cas, de manière continue, paisible et publique, la loi capitule. Elle transforme le fait en droit. C'est un concept presque darwinien, tu trouves pas? C'est une bonne façon de le voir, oui. La loi finit par récompenser celui qui exploite activement la ressource et elle sanctionne le propriétaire négligent qui a laissé pourrir la situation pendant des décennies. C'est un peu brutal, mais ça assure une forme de paix sociale au final. C'est exactement le but. Plutôt que de déclencher des guerres civiles entre voisins pour des erreurs de cadastre qui datent de 1912, on valide la réalité visible du terrain. La paix sociale exige que l'apparence prolongée du droit devienne le droit. Parce que l'insécurité juridique permanente, c'est un poison pour une économie. C'est sûr. Mais attention, il y a des garde-fous. Cette transformation est annulée si l'emprise est maintenue par la violence physique ou si elle est clandestine, c'est-à-dire cachée volontairement au grand public. Le système valide l'occupation pacifique et transparente, pas le gangstérisme ou la dissimulation. La paix sociale, c'est effectivement le nerf de la guerre. Surtout quand la souveraineté absolue du propriétaire se heurte à un obstacle incontournable, les autres. Ah, les autres. Et plus précisément les voisins. Parce que la propriété est théoriquement exclusive et perpétuelle. Mais dans la réalité, elle n'existe pas dans une bulle stérile. Elle est insérée dans un écosystème. Tout à fait. Et nos sources abordent ici l'un des données les plus épineux du droit, les troubles de voisinage. D'ailleurs, l'exemple cité dans la littérature juridique est à la fois ultra classique et franchement parfaitement illustratif.
l'histoire du coq. Ah oui, le fameux coq. Si on installe un coq qui hurle à 5 heures du matin dans un lotissement ultra dense et résidentiel de banlieue huppée, on va tout droit au procès. Le trouble est excessif, c'est clair. Sans aucun doute. Si ce même coq chante exactement à la même heure, avec le même volume sonore, dans une ferme au beau milieu de la campagne, c'est un inconvénient considéré comme parfaitement normal. En fait, la propriété n'est pas absolue. Le droit s'adapte au code postal. C'est une très belle image. L'analyse exigée par le juge repose sur un concept très précis, la préoccupation collective. D'accord. En fait, on ne juge pas en fonction de la sensibilité exacerbée ou de l'irritabilité personnelle d'un plaignant spécifique, mais bien en fonction de la norme du quartier. Quel est l'équilibre habituel de cet environnement? Donc ça dépend vraiment du contexte. Totalement. Une activité industrielle dans un zonage urbain mixte provoquera du bruit qui devra être toléré, alors que ce même bruit en zone rurale, résidentielle, constituera une rupture d'équilibre. Logique. Mais ce qui est fou, c'est que pendant très longtemps, si cet équilibre était rompu, la seule solution offerte par la loi était curative. Curative, ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il fallait subir le dommage, puis aller réclamer des indemnités ou exiger des travaux a posteriori. On attendait que le mal soit fait. Et c'est sur ce point précis que le nouveau livre 3 opère un changement de paradigme fondamental, avec l'action préventive. Et ça, selon les textes, c'est une véritable révolution pratique. Avant, il fallait presque se résoudre à observer la catastrophe au ralenti, quoi. C'était un peu ça, oui. Imaginons un promoteur immobilier qui creuse des fondations titaniques pour un parking souterrain juste à côté d'une maison ancienne. Sous l'ancien système, les propriétaires de la maison devaient attendre que leurs murs se fissurent, que l'eau s'infiltre dans la cave, pour enfin attenter une action en justice qui allait durer des années. C'était une torture psychologique et financière. C'était une absurdité économique et humaine, oui. L'action en justice n'intervenait que pour organiser le dédommagement d'un sinistre qui aurait pu et dû être évité. C'est quand même dingue. Aujourd'hui, avec l'action préventive, l'article 3.102 donne le pouvoir au juge d'intervenir en amont. Si une activité occasionne un risque sérieux et manifeste en matière de sécurité, de santé ou de pollution, le juge peut paralyser cette activité. Avant que ça casse. Avant que ça casse. Il peut imposer la suspension du chantier d'excavation, ordonner le renforcement des parois ou même interdire une exploitation polluante avant même qu'une seule goutte de produit toxique ne touche la nappe phréatique du voisin. On passe vraiment d'une logique de compensation de la destruction à une véritable logique de préservation de l'environnement matériel. Empêcher l'effondrement vaudra toujours mieux que de calculer avec précision le prix des gravats, c'est sûr. C'est joliment dit. Mais si les conflits de voisinage forcent les gens à se tolérer de loin, il existe d'autres mécanismes juridiques qui forcent les individus à partager la même propriété de très très près. Et là, on entre dans l'art délicat du démembrement. Le démembrement, oui. Un grand classique. On divise les droits sur un même objet. Les outils sont connus, mais la façon dont ils sont encadrés par la nouvelle loi est fascinante. Prenons l'usufruit. C'est un droit temporaire, limité à 99 ans maximum en Belgique, qui sépare l'utilisation d'un bien de sa propriété pure. C'est ça. Pour visualiser la mécanique, faisons une analogie avec une voiture de collection. J'aime bien tes analogies. Vas-y. Si tu as l'usufruit de cette voiture, tu peux la conduire tous les jours. Tu peux même la louer pour des mariages le week-end et conserver l'intégralité des bénéfices générés, ce qu'on appelle les fruits. Jusque-là, tout va bien. En échange, le usufruitier doit payer ce qu'on appelle les réparations d'entretien, l'essence, les pneus, la vidange. Mais, et c'est là le piège, si, après des années, le moteur explose à cause de la fatigue structurelle ou si le châssis rouille de l'intérieur, c'est moi, le nu propriétaire, celui qui possède le titre sans l'usage, qui doit régler cette facture colossale. La répartition financière est plutôt nette, non ? La ligne de fracture est effectivement nette, mais il faut garder à l'esprit qu'elle repose sur un équilibre extrêmement fragile. Ah ouais. Oui, parce que l'usufruitier profite de la valeur immédiate du bien, il en assume donc les frais courants. Le nu propriétaire, lui, garantit la survie structurelle de la chose à long terme. Si on transpose ton exemple à l'immobilier, ce qui est quand même le cas le plus fréquent, pense à une veuve qui conserve l'usufruit de la maison familiale, tandis que les enfants en ont la nue propriété. Ok, cas d'école. La veuve paiera pour réparer le robinet qui fuit ou remplacer une vitre cassée. Mais si la charpente de la toiture menace de s'effondrer, ce sont les enfants qui devront assumer le coût des gros travaux. Ça peut créer des sacrés conflits de famille, ça. Énormément. C'est pour ça que l'usufruitier n'est pas libre de faire n'importe quoi. La loi lui impose une obligation de prudence féroce. Il doit conserver la substance du bien et respecter sa destination. Donc pas le droit de faire n'importe quoi avec.
Non. Il ne peut pas transformer la maison bourgeoise familiale en une discothèque ou en entrepôt commercial. L'usufruit étant temporaire, le bien devra faire retour au nu propriétaire à la fin et il doit être rendu dans son intégrité conceptuelle. Un équilibre hyper tendu donc. Oui. Et à côté de l'usufruit, qui partage l'usage global, on trouve les servitudes. Ça partage plutôt une utilité très spécifique de l'espace. C'est une charge imposée à un terrain, le fond servant, pour faciliter l'utilisation d'un autre terrain, le fond dominant. Le fameux droit de passage, par exemple. Exactement, l'exemple typique pour un terrain enclavé. Mais ce qui retient vraiment l'attention dans la nouvelle législation, selon nos notes, c'est la modification des règles pour acquérir ces droits par le simple écoulement du temps. Oui, le pragmatisme dicte une fois de plus la règle ici. Le nouveau code unifie la prescription pour ce qu'on appelle les servitudes apparentes. Apparente, ça veut dire quoi juridiquement? Une servitude est apparente si elle s'annonce par un ouvrage permanent et visible. Par exemple, un chemin goudronné qui traverse un champ ou un canal d'irrigation à ciel ouvert, à l'inverse d'une canalisation qui serait enterrée et invisible. D'accord, donc on la voit. Voilà. Et désormais, si une servitude apparente est utilisée de manière continue et paisible pendant 10 ans de bonne foi ou 30 ans de mauvaise foi, elle est acquise juridiquement. Juste par le temps qui passe. C'est ça. Le législateur supprime les anciennes distinctions byzantines et se concentre sur l'évidence physique. Si un propriétaire tolère, sous ses yeux, pendant des décennies, le passage d'un chemin pavé vers la propriété de son voisin, il ne peut plus soudainement se réveiller un matin, construire un mur et prétendre qu'il n'y a pas de titre écrit. La tolérance prolongée et visible forge le droit. Waouh! Ce qui exige quand même une vigilance constante de la part des propriétaires sur ce qui se trame physiquement sur leur propre sol, hein. Il faut surveiller ces terres, oui. Mais justement, que se passe-t-il quand la notion même de sol vole en éclats? Ah! Nous en arrivons au point culminant de notre analyse d'aujourd'hui, le moment où on quitte la géométrie plane pour jouer, comme je le disais au début, au Tetris immobilier en 3 dimensions. Le futur du droit. On parle ici de l'amphithéose et du droit de surface. Pour faire simple, l'amphithéose, ça donne des pouvoirs vertigineux pour une durée allant jusqu'à 99 ans. L'amphithéote a tellement de contrôle qu'il peut démolir les bâtiments existants, en ériger de nouveaux et même changer la destination du site sans demander l'avis du propriétaire originel. C'est puissant. Très puissant. Mais la véritable anomalie juridique, celle qui permet notre fameuse suite d'hôtels en lévitation du début, c'est le droit de superficie. En temps normal, la règle d'or, c'est le principe d'accession. Si quelqu'un construit un bâtiment sur un terrain, le propriétaire de la terre devient automatiquement propriétaire des briques posées dessus. C'est ancré au sol. C'est la base, oui. Mais le droit de superficie vient créer une dérivation magistrale. Il autorise la découpe horizontale de la propriété. Et sans cette dérivation, tu sais, l'urbanisme contemporain serait totalement paralysé. Cette exception au principe d'accession permet de dissocier le contenant du contenu, la terre, de l'espace bâti. Tu auras un exemple concret tiré des sources sûres? Bien sûr. Imaginons un projet colossal comme l'aménagement d'une grande gare ferroviaire en plein centre-ville. Ok. Compagnie ferroviaire, les commerçants, les investisseurs institutionnels et les résidents de cohabiter, sous le régime classique de la copropriété, ce serait un cauchemar administratif absolu. Bah oui, hein. Il faudrait des assemblées généraux pour décider de la réparation d'un escalateur de la gare, impliquant le vote des propriétaires des bureaux situés 10 étages plus haut. Ça n'a aucun sens. Ingérable. Du coup, le droit de superficie apporte une solution chirurgicale. Chaque strate tridimensionnelle devient un volume autonome, une propriété distincte et indépendante. Chacun achète littéralement son bloc Minecraft. C'est ça. Et la nouveauté majeure du livre 3, c'est que pour ces ensembles immobiliers complexes et hétérogènes, le droit de superficie n'est plus forcément limité dans le temps, il peut être perpétuel. Sous l'ancien système, cette limite temporelle, qui était souvent de 50 ans, ça devait provoquer des sueurs froides aux investisseurs, non hein? Oh que oui. Personne ne va injecter 100 millions d'euros pour construire une tour de bureau si, à l'issue de 50 ans, l'édifice risque de retomber gratuitement dans l'escarcelle du propriétaire du sol d'origine. Personne de sensé, en tout cas. En instaurant la possibilité d'une superficie perpétuelle pour ces volumes superposés, la loi offre enfin la sécurité juridique et financière indispensable aux montages colossaux des promoteurs immobiliers. Le volume de bureaux du 5e au 20e étage peut être vendu, hypothéqué ou légué indépendamment de la galerie commerciale en dessous. La ville n'est plus pensée comme une surface, mais comme une matrice de volumes imbriqués, juridiquement étanches les uns par rapport aux autres. Quand on prend le temps d'observer toutes ces mécaniques, c'est franchement vertigineux. Cela prouve de manière irréfutable que le droit des biens, très loin de l'image poussiéreuse qu'on pourrait s'en faire, c'est l'ossature secrète et frénétique de notre quotidien.
C'est ça qui est beau. C'est le code source de la réalité. Cela détermine pourquoi la bibliothèque encastrée survit à la faillite d'une usine, comment un sentier battu devient un droit intouchable par le simple écoulement du temps et comment des montages financiers peuvent découper le ciel urbain en cubes invisibles. Le législateur devait impérativement fournir des outils d'une flexibilité extrême pour gérer une densité démographique et architecturale inédite. Il a réussi à transformer un code de gestion agricole en un moteur de développement urbain en 3 dimensions, sans jamais sacrifier la sécurité indispensable aux tiers et aux investisseurs. C'est une belle prouesse. Ce qui m'amène à une réflexion finale pour clore cette analyse. Un point de bascule philosophique à garder en tête pour la suite. Je t'écoute. Avec la prolifération de ces droits gigantesques, comme l'amphithéose, qui sont capables d'éclipser le vrai propriétaire pendant un siècle, combiné à cette fragmentation vertigineuse de l'espace en volumes superposés, l'idéal romantique et millénaire d'être le maître absolu de son lopin de terre, possédé du centre de la Terre jusqu'aux étoiles et pour l'éternité, est-ce que ce n'est pas en train de s'éteindre doucement ? C'est une vraie question. Avons-nous déjà amorcé, sans vraiment nous en rendre compte, une transition inéluctable vers un avenir où la pleine propriété du sol ne sera plus qu'un vestige historique, remplacé par un marché frénétique de droits d'usage temporaires et de coordonnées flottantes dans l'hyperdensité urbaine ? C'est sur l'évolution fascinante de cette architecture invisible que s'achève notre exploration approfondie des sources d'aujourd'hui.